Dans l'idée de partir, de faire un projet, c'est quand même l'idée de refaire un projet à deux. Et donc, il y a toujours la question du désir de faire quelque chose ensemble qui surgit. C'est toute la difficulté de ce projet-là, c'est de faire un projet à deux, certes, mais où il y a un bénéfice pour chacun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. On est là. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Le podcast a pris ses quartiers d'été. Anna est en train de déménager pour le Pays Basque. À l'heure même où j'enregistre cette introduction, elle finalise ses derniers cartons. Et moi, de mon côté, je vais prendre quelques vacances bien méritées. Mais on ne vous laisse pas sans rien. Ciao Paris sera sous le signe de l'amour cet été. Et pour clôturer cette série de rediffusions sur le thème de l'amour, on vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode enregistré avec la hipsy Fabienne Kramer sur comment déménager en couple ou en famille. On vous laisse avec ces bons conseils et nous, on se retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bonjour Fabienne. Bonjour Valérie. On se reparle aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors c'est une question au départ très personnelle. C'est la question du tempo quand tu pars à plusieurs. Comment gérer le fait que parfois les avis divergent ? C'est-à-dire que tu peux avoir envie de partir, mais pas forcément au même moment que la personne avec qui tu as le projet de départ. C'est un peu ce qui nous est arrivé là avec mon mari ces derniers temps. Ça arrive souvent dans les couples d'être décalés finalement, dans le temps et dans les intentions. Oui, parce que mon projet personnel, il est lié à ma vie de couple, mais il y a aussi des choses qui en sont décorrélées. Oui. Et notamment là, moi, c'était mon frein, c'était que je me disais, comme je me lance dans le podcast depuis pas tout à fait 1 an, et que je gagne pas encore ma vie avec ce nouveau métier, j'avais quand même besoin de sécuriser cet aspect-là avant de partir. Et donc, dans l'idée, je m'étais dit, ok, je me laisse encore 1 an pour réussir à gagner ma vie avec le podcast. Et si ça marche pas, j'aviserai et je ferai autre chose. Et son argument à lui, c'était de dire, mais attends, je vais pas attendre 1 an encore, alors que lui, il en pouvait plus. Il était dans l'entrée avec sa valise à la main et donc moi, j'avais vachement la pression. Et puis finalement, il me posait l'argument en me disant, mais de toute façon, c'est du podcast, donc tu peux le faire de partout. Oui. Et c'est vrai. Et puis surtout, ce qui m'a aussi décidé, c'est qu'il m'a dit, je prends le lead, tu me laisses gérer. Il me dit, toi, boss. Et il me dit, et je gère. Donc, ça m'a aussi soulagée. Bien sûr. J'imagine que ça t'a permis de gagner du temps finalement, parce que le temps que tu investirais dans le départ, c'est du temps que tu peux pas consacrer à faire avancer ta carrière parallèlement. Et donc du coup, tout le monde gagne du temps dans cette affaire-là. Ouais. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que partir, c'est pas fuir. Donc en réalité, si c'est une nécessité, c'est pas obligatoirement une urgence. Un projet de vie, surtout un projet de vie comme ça, de changer sa vie, ça peut pas complètement s'inscrire que dans le cadre d'un coup de tête. Il faut toujours qu'il y ait une part de folie, bien entendu, mais je pense qu'il faut aussi, en plus, vous avez des enfants, etc. Et la raison est nécessaire. Donc c'est ce compromis-là qui est quand même super difficile à mettre en œuvre. C'est un nouveau projet dans le couple, au même titre que les autres. Et finalement, à chaque projet, il y a une sorte de répartition des tâches qui doit se faire. Et finalement, c'est peut-être plus son rôle dans votre couple que à lui d'être dans l'organisation d'une certaine façon, dans le faire, je dirais, et toi peut-être dans l'intellectualisation et la conceptualisation des choses. En fait, vous êtes en route là maintenant, ça y est. Ouais, là ça y est, ouais. Vous êtes déjà dans comment faire le projet. Donc ça, c'est le démarrage. Il y a déjà le compte à rebours, tu sais, il y a Thomas Pesquet qui est parti, là, vous êtes déjà dans la fusée, quoi. Ouais, c'est ça.
Mon mari, il s'appelle pas Thomas, mais je pourrais l'appeler Thomas Pesquet. Ouais, il est en train de bricoler la fusée là pour qu'on puisse décoller. On va peut-être rester sur les maris, mais tu vois, il y a une autre Valérie qui me posait une question pour son mari, parce qu'elle a très envie de partir, et son mari, lui, est de Poitiers. Et elle me disait, il considère que revenir en province est un recul dans sa vie. Pour moi, qui suis née à Paris, c'est l'inverse. Pourquoi ce sentiment de récession lié en retour en province pour les provinciaux ? Je pense que c'est pas général déjà. Il y a des tas de gens qui sont contents de retourner au point de départ, qui attendaient que ça, etc. Après, lui, ça doit s'inscrire certainement dans une sensation de régression, parce que c'est vrai que Paris, dans l'esprit des gens, c'est quand même quelque chose qui fait rêver. Il y a la sensation d'aller vers la vie, quoi, vers le cœur de la vie, vers le mouvement, c'est là que la vie se passe à Paris. Donc, quand tu rêves de partir à Paris pendant des années parce que tu vis à Poitiers, qui est justement pas très loin, etc., j'imagine que tu te dis, mais est-ce que je serais pas en train de régresser, de signer un échec finalement, alors que c'est pas un échec d'avoir vécu un temps à Paris. Certainement qu'il y a des choses de son enfance à lui qui s'inscrivent, où il a toujours rêvé d'être parisien et que finalement il n'a jamais rien assumé d'être de Poitiers, et puis il se dit bon ben voilà, parisien je le serai jamais puisque je vais retourner à la province, quoi. Comme si ça m'était pas accessible, comme si c'était, sauf que entre-temps, des années sont passées et Paris, c'est peut-être plus la même chose que quand il le fantasmait quand il était enfant. Donc, ce qu'il faut, c'est valoriser le projet à venir, non pas comme un projet lié à notre capacité à s'adapter à Paris, mais plutôt comme un projet moderne. Oui, parce qu'avec le Covid, c'est vrai que ça a quand même pas mal changé la donne. Mais ça n'empêche pas d'avoir ce sentiment que si t'es pas à Paris, t'es plus là où ça se passe. C'est un truc qui est très très puissant à Paris. Je pense qu'on a vraiment l'impression d'être un peu au centre du monde et de la vie, quoi. Au centre de la France, ça c'est sûr. C'est marrant parce que moi, en venant ici, donc moi je suis à Arles, on s'est aperçu que on était tous au fait secondaire, quoi. Quand tu arrives en province, tu t'aperçois que la province, c'est tout sauf simplement la périphérie de Paris. C'est aussi une entité à part entière, surtout dans des régions avec un caractère fort comme celle où je suis. Et certainement que pour le monsieur de Poitiers, vraisemblablement, lui, la province, c'était un trou. C'est la notion d'être dans un trou où rien ne se passe, où on vit rien, etc. Je crois qu'il y a eu une grosse modification. Il y a quand même une sorte de décentralisation qui se met en place, quoi. Essentiellement avec le télétravail aussi. Dans un village aussi petit que le nôtre, on a maintenant du coworking, on se met en place pour accueillir les gens qui vont télétravailler. Ah ouais. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe d'une modernité dans le fait de partir. Qu'elle rassure son mari. Il ne va pas devenir ringard. Il ne repart pas dans un projet. C'est ça la peur. Ouais. Tu sais, quand être provincial, ça reste un truc connoté. J'ai eu 2 questions d'hommes aujourd'hui. Alors, ils sont peu nombreux, donc j'étais contente. Et donc, c'est Guy qui me dit « Ma femme passe son temps à changer d'avis. Elle me dit oui pour partir. Je me projette. Puis, elle me dit non. Je suis super frustrée, je n'arrive plus à me projeter. Comment faire pour savoir si elle va réellement vouloir partir un jour de Paris ?» Alors là, c'est plus genré comme question, finalement. Souvent, la femme varie, bien folle qui s'y fie. C'est un des trucs, parce qu'en effet, les femmes, elles ont plutôt un système de fonctionnement où on va se projeter, on va revenir, on va faire 2 pas en avant, 2 pas en arrière, parce que finalement, on réfléchit à toutes les conséquences. Et je pense que c'est pas parce qu'elle fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière qu'elle ne veut pas, mais elle exprime ses craintes. Alors que les hommes, enfin moi, ce que j'entends dans mes patients, les hommes... tu leur répètes pendant des années que tu veux partir et puis ils enregistrent pas, et puis d'un seul coup, alors là maintenant ça y est, c'est décidé. C'est un peu ce qui se passe avec ton mari qui a la valise dans l'entrée. C'est que du jour où il a décidé, bon ben maintenant on y va, quoi. Ouais. Et je me suis aperçue que ces histoires de timing entre les hommes et les femmes, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la femme, elle a besoin très en amont d'anticiper les choses, d'y réfléchir, de se mettre dans le contrôle au maximum en ayant un peu tout organisé. Et les hommes, ils vont faire l'autruche pendant un temps. Enfin, ça nous donne cette sensation. Ils vont faire l'autruche pendant un temps, mais à partir du moment où ils ont démarré, alors là, c'est pour maintenant, quoi. Ils accélèrent le truc. En gros, ce que tu dis, c'est que elle a besoin qu'on entende ses peurs. Donc, comment lui, il peut... tu vois, quand il dit comment gérer avec elle... Mais finalement, quand j'entends un truc comme ça, je me dis, il faut prendre un jour la décision. C'est-à-dire qu'un jour, il faut se mettre autour d'une table tous les deux et dire, on le fait, oui ou non. C'est quand même important, parce que si là, manifestement, ils n'ont pas pris la décision. À
À partir du moment où tu prends la décision, l'étape d'après, c'est quand même de dire où, quand. Et après, on fera comment. Donc lui, je pense qu'il en est au stade où il faut qu'il ait une discussion claire avec sa femme pour savoir on le fait ou pas. Et quand ils auront pris la décision, il ne s'agit plus après d'y revenir. Il s'agit d'aller dans ce sens-là. Tu vois, comment il peut faire pour essayer de poser les choses sans lui imposer non plus? J'entends derrière ça un sujet qui est autre. Le départ, ça peut être aussi le sujet dans le couple d'autres interrogations, parce que quand on discute sur le thème de partir, il y a aussi un projet individuel derrière ça. Et dans le projet individuel, il faut refaire de la place à l'autre. C'est pas si simple que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples qui, au décours de ce projet-là, finalement mettent à nu d'autres problèmes. Ça me permet d'enchaîner avec la question de Marie, qui me dit « Ça fait 3 ans que je veux partir et mon compagnon ne veut pas. On fait quoi? On divorce ?» Bon, j'imagine que c'est pas une vraie question, mais elle pose une autre question. Comment faire quand le fait de rogner sur ses désirs et de se mettre de côté génère du ressentiment? Dans l'idée de partir, de faire un projet, c'est quand même l'idée de refaire un projet à deux. Et donc, il y a toujours la question du désir de faire quelque chose ensemble qui surgit. Et en fonction du temps, ça fait, des fois, le couple est récent, mais des fois, ça fait des années qu'on est ensemble. Ce désir de communauté ou de se projeter ensemble, il peut s'être un peu émoussé. Et à la faveur de ce désir qui est contraire, enfin, de ce qu'elle exprime là, dans la question que tu m'as posée, c'est peut-être le non-désir de faire quelque chose ensemble qui s'exprime. Je pense que dans ces moments-là, c'est bien éventuellement d'en parler à quelqu'un. J'entends quand même que quand on a vraiment des désirs contraires, c'est peut-être parce que, au fil du temps, les couples, ils ont tendance à se décaler, à être dans un décalage d'attente, un décalage de désir, un décalage de communication et des fois même un décalage temporel. Et je pense que ces projets de départ comme ça peut cristalliser ça. Ah ouais, ça me parle vachement ce que tu dis là. Mais tu vois, la question du ressentiment, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment examiné avant de dire oui à Manu. Tu vois, parce que je me suis dit, en fait, est-ce qu'à un moment, je vais pas lui en vouloir si ça fait capoter mon projet professionnel, si ça se passe pas comme je veux, si... Alors, aujourd'hui, voilà, j'envisage plus les choses comme ça, mais en tout cas, j'ai vraiment fait un effort pour trouver les raisons de le faire pour moi. Et je me suis dit, c'est la seule façon de ne pas mettre du ressentiment entre nous. C'est exactement ça. Je pense que c'est un désir commun, certes, un projet commun, qui doit aussi répondre à 2 désirs individuels, quoi. Parce que si on n'est pas bien calé là-dessus, j'ai le cas en ce moment d'un couple qui finalement se sépare parce que ils n'ont pas le même désir justement au rapport à la nature, etc. Et ils se séparent physiquement à l'occasion d'un déménagement. Et tout ça, ça met en tout un questionnement sur la séparation à proprement parler, parce que ils n'arrivent pas à individualiser 2 désirs, de même que si c'est vraiment un qui l'a incité parce que il ou elle a fait un burn-out, il ou elle est au bout du rouleau, déprime, etc. Et finalement, la motivation de l'autre, c'est de se dire il ou elle va vraiment mal, il faut que je le soutienne, donc j'y vais même si j'en ai pas trop envie, etc. Ça risque de ressortir après sous la forme de ressentiment. C'est toute la difficulté de ce projet-là, c'est de faire un projet à 2 certes, mais où il y a un bénéfice pour chacun. Mais finalement, après, ça se passe entre toi et toi, quoi. C'est-à-dire ta capacité dans le cadre de ce projet à t'écouter. Moi, c'était en m'écoutant, en sentant pointer cette petite montée là, un peu acide, tu vois, de putain, je le fais pour toi, mais ça a intérêt de marcher parce que. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais ça va pas du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est quoi cette petite voix à l'intérieur qui te dit ça? Donc, j'ai vraiment pris soin de ce truc-là. C'est comme s'il fallait presque un contrat, parce que j'ai en ce moment un autre couple aussi, et c'est elle qui a incité le départ, et lui, il passe son temps à lui dire ouais, mais moi, je suis loin de mes copains, je suis loin de ma famille maintenant. Enfin, il y a tout un engrenage. Alors ils sont partis n'allant pas très très bien. Ils arrivent, ça va pas mieux. Ça m'a fait penser qu'il faudrait peut-être se faire une sorte de contrat écrit entre guillemets pour que on soit bien d'accord que on part ensemble volontairement dans cet endroit-là. C'est peut-être nécessaire de bien
caler les choses, quoi. Ouais, mais après, il y a un truc un peu de l'ordre de, pas irrationnel, mais je sais pas comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais tu vois, parfois, t'as des sentiments comme ça qui surgissent de nulle part et tu les as pas vus arriver, quoi. Tu vois, moi, ce truc du ressentiment, je l'ai pas vu arriver. Je l'ai vu arriver quand il était là sous mon nez. C'est-à-dire que partir, ça va pas changer grand-chose à la désillusion amoureuse. C'est rare de cheminer dans le couple sans rencontrer à un moment donné ou à un autre un brin de désillusion à travers l'autre. C'est logique, c'est normal et c'est quasi inévitable. C'est un peu comme les gens qui font un troisième enfant pour recoller les morceaux. Ça recolle les morceaux de rien du tout. C'est juste un nouveau chemin qu'on choisit de faire. Et c'est pour ça que c'est très important que tout le monde y gagne. Que tout le monde ait des étoiles dans les yeux pour une raison ou pour une autre, quoi. Ouais, les étoiles, elles peuvent être complètement différentes, hein. L'un, ça va être parce qu'il va voir la mer, l'autre, ça va être parce que il se rapproche de sa famille. Chaque histoire est différente, mais en tout cas, ça peut pas être fait de façon unilatérale. C'est parfait aussi pour enchaîner avec la question de Saf. Que faire quand ça demande un gros renoncement à l'autre ? Par exemple, de trouver un travail moins intéressant. Ils aiment tous les deux beaucoup leur boulot. Ils ont envie de continuer à faire tous les deux un job intéressant. Et pour le moment, ce qu'ils ont trouvé en province, ça les excite pas plus que ça. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais été au même moment tous les deux, parce qu'elle dit aussi comment est-ce que tu gères la question du timing et de l'opportunité professionnelle quand elle se présente. Par exemple, si moi j'ai une offre d'emploi intéressante et pas lui. J'ai beaucoup d'expatriés dans ma clientèle et c'est vraiment le gros problème des expatriés et finalement s'expatrier de Paris, c'est s'expatrier d'une certaine façon. C'est super compliqué de faire concorder toujours les jobs de l'un et de l'autre. J'ai souvent des gens qui viennent me dire qu'ils ont l'impression qu'ils sacrifient leur job à l'autre et de plus en plus quand même ça peut arriver que ce soit même des garçons. Je dis même comme si ça semblait aberrant, mais disons que c'est moins fréquent que ce soit les hommes qui mettent leur carrière un peu de côté, mais moi j'en ai rencontré plusieurs. Et en fait, finalement, ça, c'est un sujet compliqué. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir ce qu'on va y gagner soi, quoi. En fait, ce projet à deux, il faut le faire aussi individuellement. Alors, j'ai eu le cas de 2 enseignants. Donc, finalement, celui qui avait le plus d'ancienneté, il a pu obtenir sa mutation le plus rapidement. Et l'autre a dû, pendant près de 2 ans, travailler dans le privé, travailler dans un autre système, etc. Donc, au départ, c'était quelque chose qu'elle avait super mal pris et puis finalement, elle y a trouvé plein d'intérêt parce qu'elle était très ad hoc avec le fait de partir en province parce qu'elle se rapprochait de ses parents et que ça lui faisait plaisir. Le problème, c'est qu'on peut pas anticiper. Oui, peut-être que le boulot, il a l'air moins intéressant, mais comme la vie autour, elle va être tellement différente, finalement, on va peut-être le trouver super, ce boulot-là. Il y a aussi quelque chose des Parisiens qui sont tellement accrochés à cette idée de carrière, à cette idée de pas lâcher sa carrière, quoi. Qu'est-ce que je l'entends ah oui, mais mon plan de carrière, mais le plan de carrière, c'est quoi aujourd'hui ? C'est quoi un plan de carrière ? C'est après une crise Covid comme ça, qui peut dire je fais un plan de carrière ? Qu'est-ce que tu veux dire en termes de priorité ? C'est pas essentiel entre guillemets ? Souvent, j'ai eu encore cette semaine quelqu'un qui m'a parlé de ça. Enfin, les générations qui ont 30 ou 40 ans aujourd'hui, etc., se disent que si elles lâchent le projet qu'elles avaient de monter en grade, etc., dans des entreprises, elles vont passer à côté de quelque chose d'essentiel parce que ça fait des années qu'en école de commerce ou autre, elles se sont projetées dans ce projet-là. Mais je ne sais pas où est la vraie prison. Est-ce que c'est pas ça, justement ? Est-ce que c'est pas ce plan de carrière qui, finalement, est une prison par rapport à l'idée de vivre sa vie comme on la ressent. Je ne crois pas que le travail, ça soit... c'est terrible à dire, mais c'est souvent nécessaire et c'est un peu, je dirais, facile de dire le travail, c'est pas l'essentiel, mais je le pense sincèrement. Le travail, c'est pas l'essentiel. Et par rapport à la question de Saf, tu vois, elle disait, est-ce que partir en décalé, est-ce que c'est une bonne idée ? Elle dit, est-ce qu'il vaut mieux synchroniser ou est-ce que partir en décalé, c'est une bonne idée ? Moi, je pense que les couples qui ont l'habitude de vivre ensemble, qui sont dans un schéma on vit sous le même toit, on partage une vie à deux, dès qu'ils prennent l'option de se séparer géographiquement d'une manière ou d'une autre, ils prennent un risque de fragilisation. Donc, c'est souvent très compliqué.
Alors après, quand ça se joue sur quelques mois, je pense que c'est pas très très important, mais le temps d'une période d'essai, par exemple. Oui, voilà, si c'est 3 mois ou que c'est des épreuves qu'on peut traverser, mais si l'un doit partir en disant bon bah écoute, je t'attendrai, tu viendras quand tu pourras. Il y a un risque qu'ils viennent jamais. Il y a un risque qu'on se perde dans cette histoire-là, et de temps en temps, la vie à deux, ça nécessite de faire en quelque sorte quelques sacrifices. Des compromis. Des compromis. Ce qui est très difficile, par exemple, tu vois, dans les expats. Moi, j'ai vu plusieurs fois ou des couples mixtes, par exemple. Alors, il y en a un qui est d'un pays et l'autre qui est de l'autre pays. Alors, ils se disent, bon, tiens, on va vivre 10 ans dans le pays de l'un, et puis après, on vivra 10 ans dans le pays de l'autre. Et finalement, ça se fait quasiment jamais, ça. Parce qu'une fois que tu es installé quelque part pendant 10 ans dans un truc, pour bouger, c'est pas simple. Je pense qu'à chaque étape, il vaut mieux trouver un accord ensemble, plutôt que de décaler les accords. Ça, c'est ma sensation. C'est déjà tellement difficile de rester ensemble. Mais justement, ça peut aussi être un super élan, parce que là, on est un peu triste, si je peux me permettre. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, il ne faut pas partir. Au contraire, je trouve que c'est aussi un élan, c'est aussi choisir sa vie, c'est aussi se libérer justement Parce que ton podcast, il s'appelle Ciao Paris, c'est-à-dire, a priori, c'est des gens qui partent de Paris. Ouais. Donc, en sortir, s'intéresser à d'autres choses, déplacer un peu ses valeurs, c'est aussi prendre de la liberté. Tu te rappelles de l'épisode avec les ados de Bordeaux ? Ouais. Les parents, eux, étaient dans l'urgence de partir. D'ailleurs, ils s'étaient beaucoup fragilisés à l'époque, puisqu'ils avaient quitté tous les deux leur job en CDI pour venir s'installer à Bordeaux de manière assez rapide, en se disant on y croit, on y va, on le fait, de toute façon on n'a plus le choix. Et les ados, elles étaient absolument pas d'accord. Alors ils n'ont pas tenu compte de leur avis puisqu'ils sont partis, mais ils leur ont offert des contreparties. C'était vous aurez une chambre chacune et vous aurez plus d'autonomie. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience ? Comment elle te fait réagir ? Je pense que les enfants n'ont pas la possibilité, je pense, avant l'adolescence justement, de vraiment imaginer ce que pourrait être la vie ailleurs, quoi. Ils n'ont pas la capacité d'anticiper. Ils voient ce qu'ils vont perdre, c'est-à-dire le lien avec les copains, une sorte de choses qu'ils connaissent et auxquelles ils sont vraisemblablement attachés, et c'est normal. Mais ils peuvent pas mesurer le bénéfice que leur apportera le départ. Donc, je pense qu'au niveau des enfants, les enfants suivent les parents et il faut bien entendu leur ménager un avenir sympa, mais même si c'est difficile, c'est aussi enrichissant. Pour ce qui est des ados, c'est plus compliqué parce qu'ils sont en pleine période où ils sont en train de constituer leur propre univers, leurs relations, etc. Il faut faire attention parce que je pense que ça peut être un ado qui vraiment s'oppose, je pense qu'il peut faire des problèmes derrière, quoi. Donc il faut, je pense, au stade des adolescents, certainement pas remettre son projet, mais penser quand même à ce que ça représente pour eux, c'est-à-dire au niveau scolaire, parce que si c'est pour aller se mettre dans un trou, les gamins, ils sortent de Paris où finalement ils prennent le métro, ils sont indépendants, ils vont à leur lycée, etc., pour se retrouver dans un endroit où ils vont prendre un car scolaire, être dépendants des parents pour le moindre déplacement, ça c'est des gros changements dans leur vie à eux. Audrey, la maman, qui disait que elle voulait rester dans le privé, elles étaient dans le privé à Paris, elle voulait rester dans le privé, donc ils ont tenu compte de ça. Et eux qui au départ rêvaient d'une vieille ferme à retaper dans la campagne, etc., ils ont un peu mis de côté ce projet-là par rapport justement à cette promesse d'autonomie qu'ils avaient fait aux filles et à cette promesse de les laisser dans l'école qu'elles souhaitaient. Mais ça, on est obligé de tenir compte parce que les ados, c'est quand même une période super fragile psychologiquement. Ça peut chuter. Tu sais, je t'avais parlé aussi j'ai des amis là qui étaient parisiens qui sont partis à Arles, que j'ai rencontré ici, et qui ont un fils qui était ado quand ils sont partis de Paris et qui voulait absolument pas partir de Paris. Et il est arrivé à Arles et finalement aujourd'hui, il s'est très bien adapté ici puisqu'il est même à l'école de tauromachie. Donc, autant dire qu'il est devenu plus arlésien que les autres. Cependant, il rêve que de rentrer à Paris. C'est-à-dire que là, il rentre dans la période, il va avoir le bac et il va faire toutes les écoles. Il les a choisies sur Paris. Parce que lui, son enfance, sa vie, jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois, il est parisien.
Alors, il est tiraillé entre sa culture tauromachie, qu'il aime énormément, son école, etc., et le fait que, malgré tout, il se sent parisien. Donc, le risque quand on a des ados comme ça et qu'on les emmène tardivement pour eux, c'est qu'ils reviennent vers leurs attaches à eux, et leurs attaches à eux, ce sera vraisemblablement Paris. Bon, et puis quand bien même, c'est pas très grave, hein, Mais les parents, il faut qu'ils se projettent sur le fait que finalement, les enfants en province, en général, ils partent plus tôt qu'à Paris. Ouais. Faut se faire à l'idée en tant que parent. Mais bon, à partir du moment où l'enfant est bien, c'est quand même... Moi, j'ai été très heureuse à Paris. J'ai eu plein de moments. Alors, ça a été difficile au début pour moi de m'adapter en arrivant de Corse. Mais globalement, je me suis quand même éclatée. J'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Enfin, c'est là où j'ai fait ma vie d'adulte. C'est juste que là, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie d'autre chose. Là, maintenant, j'arrive à 40 ans. Je me dis, bon, c'est super de travailler, de s'éclater dans son travail. Pour moi, ça reste essentiel. Mais j'ai aussi la chance de faire un travail que je peux faire de partout. Je pense que Paris, c'est des histoires de moments de vie, en fait. C'est ça, mais quand le moment de vie, c'est ton enfance, c'est plus marquant que quand c'est une tranche de ta vie adulte. Et il y a quand même autre chose dont on parle pas, c'est que moi je pense que dans les départs, la plus grande partie des gens qui veulent partir aujourd'hui, il y a aussi une quête de sens. Ouais. Enfin, moi, les gens qui m'en parlent, je pense qu'ils sont dans une recherche de sens, de rapprochement à la nature, de ralentissement, de peut-être forme de frugalité, de sortir un peu de la frénésie de la consommation, de ralentir certaines choses, etc. Ouais. Gagner de l'espace, peut-être, d'avoir des endroits plus grands, mais il y a aussi une qualité de vie qui est différente. Et ça, quand on arrive en province, c'est un truc qui nous happe dès le départ, quoi. J'avoue que j'attends beaucoup de ça, parce que là, pour le moment, on cherche une maison en location, donc c'est pas, clairement, c'est pas la maison de nos rêves. Pour le moment, les endroits qu'on voit, c'est pas là où on se projette vraiment, mais avec la proximité des Pyrénées, la proximité du Gers, la proximité du Lot, de l'Ariège et tout, c'est vraiment de ça que j'attends beaucoup. Éventuellement, ça serait possible de Paris. Paris, c'est quand même pas loin de la mer, c'est pas loin de plein de choses. Mais finalement, la masse empêche et fait renoncer à ça. Un exemple tout simple, moi j'ai vécu très longtemps dans les Yvelines, dans un endroit complètement perdu. J'habitais sur une île de la Seine où j'allais en bateau. Alors, génial. Pour vivre dans la région parisienne, c'était une maison en bois, donc j'avais une vie déjà très particulière. En revanche, pour venir travailler, je faisais 1h30 de transport en commun ou d'embouteillage tous les matins et tous les soirs. Et donc ça, au bout d'un moment, on s'en rend pas vraiment compte, mais ça ronge à un point incroyable. Et je suis devenue totalement intolérante aux embouteillages. S'il y a le moindre ralentissement à l'entrée d'Arles pendant 10 secondes, je deviens folle. Elle fait sa parisienne, Fabienne Kramer, elle les klaxonne comme des dingues. C'est pas ma parisienne, mais d'un seul coup, je me vois en train de faire des réflexions, etc. Bon, ce qui est absolument ridicule, mais dans la seconde d'après, je me dis, mais finalement, il n'y a jamais d'embouteillage. Ma vie est passée d'une vie où l'embouteillage était un passage obligatoire et la promiscuité, etc., à une période où une vie où non, il n'y a plus d'embouteillage et je peux très bien passer une journée sans voir personne. On part pas par hasard non plus. Je me demandais, tu sais, tout à l'heure, quand tu es dans un projet, par exemple, de départ en couple ou à plusieurs, en tout cas, et que c'est l'autre qui est moteur, quelle question est-ce que tu peux te poser pour interroger ton projet, le pourquoi, en 2 mots, tu ferais les choses? Et alors moi, j'aurais tendance à dire que je le fais faire de temps en temps à mes patients, c'est d'essayer de réfléchir sans les contraintes. Ah oui, le fameux dans 5 ans. Ouais. Oh, tu sais que ça, c'est une question que je pose à tous mes invités maintenant. C'est bien, non mais c'est ça, c'est d'essayer de réfléchir sans contrainte. Parce que c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit. Dans un pays comme le nôtre, où on a tellement de distractions, etc., je crois qu'au bout d'un moment, on ne sait plus rien de ce qu'on désire vraiment. Donc, dans les questions, il y aurait, si je suis seule et que j'ai aucun problème d'argent, aucun problème de travail, aucun problème de quoi que ce soit, je suis où, quand et j'y fais quoi? Alors, bien sûr, ça va pas être obligatoirement le projet, mais si la réponse c'est je suis à Paris, je
travaille à la Tour Eiffel, ça va pas coller avec le projet. Mais si c'est je suis au bord de la mer, enfin voilà. Donc je crois qu'il faut essayer de faire émerger son propre désir. Et c'est vraiment une des difficultés que je rencontre aujourd'hui avec les gens que j'ai en thérapie, c'est que il y a pas grand monde qui sait ce qu'il désire vraiment. Souvent le départ, ça peut être aussi une fuite. C'est-à-dire on sait ce qu'on veut plus. Bah, voilà, je veux plus faire 1h30 d'embouteillage, mais on sait pas vraiment ce qu'on veut. Et quand on est avec des enfants, où on est tout le temps en empathie avec eux, où on est tout le temps en train de se dire tiens, il faut que je pense à ça pour lui parce qu'il aime bien ça, ou avec son conjoint, etc. On est vite, parasité par les désirs des autres et très souvent, on colle plus au sien. Et c'est ça la complication. C'est vraiment savoir ce qu'on veut. Parce que j'ai l'impression qu'en avançant en âge, le grand plaisir, mais peut-être que c'est ça qu'on appelle entre guillemets la sagesse, c'est de savoir exactement ce qu'on aime. Et ça, c'est vraiment un plaisir de chaque instant, quoi. De savoir ce qu'on aime, de se dire, ça c'est moi et ça c'est pas moi. Merci beaucoup Fabienne. Merci. De rien. J'espère sincèrement que cet épisode vous aidera à clarifier les choses quant à votre départ de Paris si vous êtes face à cette problématique. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est IAO. Allez, ciao!